Professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, ancien député européen et maire de la Garenne-Colombes, Les Républicains. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes bien placé pour connaître la situation. Vous êtes à la fois dans l'action politique et dans l'action sanitaire. Le professeur Delfraissy, le chef donc du comité scientifique, dit peut-être on va pas confiner ou reconfiner tout de suite. On a encore quelques jours après avoir dit que la situation était pourtant urgente. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? D'abord, le professeur Delfraissy, qui est quelqu'un de très bien, a dit la vérité lors de son interview avant-hier. Il a dit que la situation était préoccupante. Ça signifie que si on ne fait rien, si on laisse les choses aller, nous serons probablement en mars dans une situation de chaos un peu similaire à celle que vient de vivre ou est en train de vivre la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Donc il attire l'attention des pouvoirs publics, il est dans son rôle. Oui, mais ça veut dire donc qu'il faut un confinement dur tout de suite en France, c'est ça qu'il faut ? Non, ce qui est certain, ce qui veut dire, c'est si on ne fait rien, oui, on va vers le chaos. Deuxièmement, plus le confinement sera précoce, plus il sera court. Parce que c'est plus facile de passer de 25 000 malades à 5 000 que de 50 000 à 5 000, vous voyez. Et troisièmement, sa recommandation, c'est la recommandation d'un scientifique, mais la décision politique de confinement, elle prend en compte des éléments économiques, sociaux plus globaux, et elle est plus complexe. Mais oui, je pense qu'on va vers un confinement. Ce confinement, il faut toutefois qu'il soit de nature différente des précédents. C'est-à-dire pas forcément le confinement type du mois de mars, c'est-à-dire testation de sortie, enfermement. Avant de rentrer dans les détails, je pense qu'il faut qu'il s'inscrive dans une stratégie globale d'éradication de l'épidémie. Autrement dit, qu'il s'accompagne d'une vaccination 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à fond les ballons, oui, et qu'on ait rapidement vacciné la population. Parce qu'en fait, si on ne vaccine pas correctement la population, on est toujours dans la même situation. Oui, mais là, on ne vaccine pas correctement. Non, on manque de doses. Donc ça ne changera pas. On n'y arrivera pas. Mais pas du tout. Justement, il faut se donner les moyens d'avoir suffisamment de doses. Et il faut mettre sur la table tous les moyens possibles qui nous permettraient d'acheter plus de doses. J'ai fait une proposition qui a été méprisée par le gouvernement il y a quelques semaines, et je vois qu'elle est reprise maintenant, comme quoi, c'est de dire la France doit mettre le paquet, aller voir les fabricants de vaccins et leur acheter la licence. Quand on achète la licence, on produit du coup le vaccin sur notre territoire, on passe ensuite des accords avec des industriels. Tout ça est certes compliqué et coûte cher, mais la crise, elle est compliquée et elle coûte très cher. Et donc si nous arrivons à fabriquer sous licence française des vaccins Pfizer, Moderna, etc., eh bien nous pouvons en donner rapidement à la population. Oui. D'autant, moi je suis vacciné, je suis soignant et j'ai la chance d'être vacciné parce que j'ai plus de 50 ans. Ou la malchance, je ne sais pas. En tout cas, j'ai plus de 50 ans. Eh bien, peut-être, je ne sais pas combien de temps va durer l'immunité. Imaginez qu'elle ne dure qu'un an. Ça signifie que dans un an, il faut me revacciner. Et donc, ça signifie que dans un an, on va remettre tout le bazar pour avoir de nouveau des vaccins qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Donc, il faut rapidement mettre en place des outils de production sur le territoire de l'Union européenne, en France en particulier, pour fabriquer des vaccins pour aujourd'hui et pour demain. Oui, en se disant aussi que les variants changent la donne. Et sûr. Que peut-être, au fond, ces variants renforcent finalement, y compris cette immunité que l'on constate parfois dans certains pays, on le voit, ou voire même la vaccination, finalement, provoque ces mutations du virus. Et que peut-être, au fond, on risque de se retrouver avec des vaccins inefficaces ou partiellement inefficaces. Mais savez-vous que chaque année, le vaccin contre la grippe, nous le modifions pour s'adapter à un variant. Donc le fait qu'il y ait des variants dans une vie virale, c'est normal, il y a toujours des variants. La nouveauté depuis maintenant quelques semaines, c'est que les variants ont des effets soit sur la contagiosité, le variant britannique, soit sur la gravité. C'est peut-être le cas du vaccin du variant britannique qui peut-être est plus mortel, mais ça on est encore en discussion pour savoir si c'est le cas, soit une certaine résistance au vaccin, c'est le cas du variant sud-américain et peut-être brésilien. Mais c'est ainsi, il ne sert à rien de s'en plaindre, il faut prendre les mesures pour être capable en 6 mois de sortir un nouveau vaccin. C'est ce qu'on fait chaque année pour la grippe. Mais pour ça, il faut des outils de production dont nous sommes dépourvus. Oui, mais il faudrait pouvoir être capable de dire à la population, par exemple, on va vous confiner, vous allez vous confiner durement, mais ça sera la dernière fois et ça va être efficace et après ça sera terminé, on aura gagné la bataille. Et ça Macron n'y arrive pas. Alors il y a plusieurs choses, effectivement. Le discours doit d'abord inspirer confiance, donc il faut arrêter d'avoir une parole publique
chaotique. Moi, je ne comprends pas pourquoi le ministre de la Santé, le matin, fixe un objectif de vaccination qui est différent le soir quand il reprend la parole. Quand M. Djebari, ministre des Transports, qui est spécialiste de la santé, bien entendu, vous annonce 26 millions de vaccinés, 25 millions de vaccinés, pardon, alors que le même jour, quasiment, le ministre de l'Éducation nationale nous dit 15. Bref, il faut, que la parole publique inspire confiance et ne soit plus chaotique. 2, il faut se donner les outils de la vaccination massive. Et 3, il faut expliquer aux Français que, voilà, on confine pour casser l'épidémie, pour ne pas être débordé, mais derrière, nous avons un projet. Nous avons un projet, c'est d'en sortir. Oui. Alors, les gens sont fatigués, en fait, du stop and go. C'est-à-dire l'acceptabilité n'est plus la même aujourd'hui. Absolument, mais c'est normal. C'est ce que je dis dans mon livre. D'ailleurs, le livre, c'est un journal, en fait, de bord, qui finit le 11 mai. Mais moi, je termine d'écrire la postface en octobre. Et en octobre, je mets en garde en disant, je crois que désormais, un des grands dangers qui nous menace, c'est la question de la non-acceptabilité de mesures de confinement. Je l'écris il y a plusieurs mois. Et je crois qu'on y est aujourd'hui. Donc, pour échapper à ça, il faut retisser un lien de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Oui, on voit des images, aux Pays-Bas, des émeutes, des pillages. Absolument. Alors que là-bas, il s'agit simplement d'un couvre-feu qui vient d'instaurer à 21h. Les Pays-Bas n'ont jamais connu de confinement aussi dur qu'en France. Le couvre-feu est bien plus tardif que celui de la France. Et on voit des images qui pourraient peut-être se produire en France demain. Je vous rappelle que nous avons eu les Gilets jaunes pendant 2 ans, qui n'ont été arrêtés guère que par l'épidémie, d'ailleurs, les Gilets jaunes. Donc nous sommes dans une situation explosive en France. Moi, je suis très conscient de ça. Je comprends que le président de la République soit prudent dans sa décision, mais si de toute façon il faut confiner, et on va probablement devoir le faire pour les raisons que je viens de vous exprimer, l'important c'est que les Français comprennent que ça a un sens et qu'on ne leur demande pas un nouvel effort, parce qu'il n'y a que les Français qui font des efforts depuis 1 an, mais que derrière, on n'en finira pas. Non, il faut leur expliquer qu'on va reprendre le contrôle et qu'on a un plan, qu'on a une stratégie, que ce n'est pas le flou total. C'est pour ça que le plan, c'est quoi ? C'est la vaccination d'aujourd'hui, c'est la vaccination de demain. Oui, on voit un sondage qui dit Marine Le Pen en tête éventuellement au premier tour d'une élection présidentielle éventuelle. Là, je parle à l'homme politique que vous êtes aussi. Vous vous dites là, il y a une réalité qui peut être issue de cette crise. Que la crise soit une expression nouvelle d'un désordre généralisé qui règne en France, ça, ce n'est pas une nouveauté. Encore une fois, je vous l'ai expliqué, avant l'épidémie, nous avions le désordre sécuritaire, le désordre des gilets jaunes, le désordre migratoire. Aujourd'hui, nous avons un désordre sanitaire, un désordre économique. Donc la France est en désordre, ce n'est pas une nouveauté. Et en fait, l'épidémie n'a fait qu'acutiser, surligner ou souligner, je ne sais pas, ce désordre qui est endémique. Oui, le titre de votre livre, c'est un extrait du Serment d'Hippocrate, je ne tromperai jamais leur confiance, publié chez Gallimard. Vous disiez, c'est votre cahier, en fait, votre journal. Il commence quasiment le jour où je reçois le premier malade. C'était fin janvier, premier malade dans mon hôpital, un vieux monsieur chinois qui avait le Covid, et j'explique comment on ne passe pas à côté, parce qu'on a failli passer à côté. Et puis, je suis, en fait, avec mes hésitations, mes erreurs, mes doutes, mes histoires de malades. J'ai des gens qui m'ont laissé des traces, parce que j'ai vécu des histoires humaines puissantes, et puis les soignants qui ont été incroyables. Oui. C'est un marathon d'ailleurs, dites-vous, quand vous parlez de ce qui s'est passé au début. C'est une bataille. En même temps, vous dites, il faut reconnaître qu'on se trompe, ce que les hommes politiques ne font pas toujours, ou que les soignants ne font pas toujours. C'est une grande erreur. Oui. Moi, je crois que reconnaître ses erreurs, c'est une preuve d'intelligence. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Et je sais que c'est très à la mode de dire « j'ai eu toujours raison », etc. Non. En fait, nous nous sommes trompés, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres. J'ai la faiblesse de penser que, comme j'ai été le premier maire de France à tester les EHPAD, alors qu'on me disait qu'il ne fallait pas le faire, c'est compliqué, quand on vous dit qu'il ne faut pas le faire et que vous le faites, il faut avoir du tempérament. J'ai essayé d'en avoir, et ce journal raconte aussi tout ça. Oui. Plus 22 000 morts d'ailleurs dans les EHPAD ou les établissements médicaux spécialisés sur le total, un peu plus de 70 000 morts en France. C'est considérable. Une hécatombe dans les EHPAD. Il y a eu une hécatombe parce que d'abord on n'était pas préparé, parce qu'on a donné les mauvaises instructions. Souvenez-vous, à une époque, je reviens sur cette question des tests, on nous disait surtout ne testez pas les EHPAD, on ne testera que quand il y aura un premier malade. Mais quand vous avez un premier malade dans l'EHPAD, c'est que déjà le virus circule, c'est trop tard. C'est pour ça que moi, d'emblée, j'ai testé toutes les EHPAD avant même qu'il y ait les premiers malades. Et c'est ainsi, je pense, qu'il faut qu'on aille au-delà. Pourquoi en France, par exemple, on n'a pas une mesure systématisée, généralisée partout des eaux usées ? Prenez l'exemple d'une EHPAD. Une EHPAD où il n'y avait pas de cas de virus. Vous analysez les eaux usées, vous voyez le virus qui sort de l'eau usée. C'est que vous vous dites qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur.
En France, nous n'avons pas cette capacité à être agile dans la décision parce qu'on ne se donne pas les outils de l'agilité. Nous avons une vision très administrative des choses qui nous a beaucoup desservi dans cette affaire. Oui, et il circule aussi cette idée que l'on pourrait autoconfiner ou proposer l'autoconfinement des personnes fragiles, notamment des personnes âgées. Cette idée est systématiquement rejetée. Peut-être que les jeunes, dont on a vu que les chiffres ont montré qu'ils finalement sont très peu à être morts du Covid, ne comprennent pas toujours, notamment les étudiants, de subir ce qu'ils subissent alors qu'on ne prend pas de mesures ou qu'on ne prend pas de mesures pour protéger les personnes fragiles. D'abord, les personnes âgées, avant de les enfermer, il faut les vacciner. Si vous les vaccinez, le problème est réglé. Et je vous rappelle qu'en Israël, on vaccinera toute la population en 3 mois. Donc il ne faut pas me dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Joe Biden a fixé l'objectif, certes c'est un grand pays, de 100 millions de vaccinés en 100 jours, 1 million par jour. Donc arrêtons de nous regarder comme des vierges effarouchées. On peut vacciner massivement, il suffit simplement de s'en donner l'organisation. Quant aux jeunes, c'est vrai, il y a un problème majeur avec les jeunes qui sont... Moi je pense à ceux qui ont passé le bac l'année dernière, dans des conditions absolument folles, et qui sont en première année de fac, et ça continue. Oui. Donc c'est très... c'est une génération sacrifiée. Oui, d'une certaine manière, c'est une génération sacrifiée. D'ailleurs, aux urgences, on voit une majoration des troubles anxieux et dépressifs dans cette population. Je pense qu'il faut qu'on donne aux gens, y compris les jeunes, mais tout le monde, les outils pour se gérer soi-même sa santé. Je vous explique. Il y a des outils qui existent partout dans le monde, sauf en France et en Europe, qui sont ce qu'on appelle les autotests, des tests que vous faites vous-même à la maison. Vous pouvez vous tester tous les matins. Voilà, vous testez tous les matins avant de partir. Vous avez le résultat en 10 minutes. Et puis, si vous êtes positif, vous restez chez vous. Si vous êtes négatif, vous pouvez sortir. Et voyez, ce sont tous ces outils dont on ne dispose pas, la surveillance des eaux usées, les home tests, la vaccination, qui font que si nous les avions tous, nous n'aurions plus à choisir entre notre liberté et notre santé. Aujourd'hui, nous devons choisir pour notre santé et ça a les effets désastreux sur la santé aussi. Et donc vous dites pourtant dans votre livre que la liberté est quelque chose de très fragile et infiniment précieux et fondamental. Et l'économie, et là je m'adresse à l'homme politique, qui va payer le quoi qu'il en coûte? Et au fond, derrière, qu'est-ce qui va se passer pour la France, y compris avec des risques, on en parlait tout à l'heure, de troubles sociaux? D'abord, alors sur l'économie, moi je trouve qu'autant le gouvernement n'a pas été bon du tout sur la crise sanitaire, autant je trouve qu'il se débrouille pas mal sur le maintien de l'économie. Le fait de maintenir alors en survie certes, des sociétés, des commerces, des artisanats, c'est une très bonne chose. Et on a un bon ministre des Finances, je parle de l'économie et des finances. La vraie question, vous venez de la poser, c'est il y a bien un moment où on va nous présenter la note, vous avez raison. Mais d'une certaine manière, durant un incendie, on ne regarde pas le prix de la facture d'eau, vous voyez, on éteint l'incendie. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. On a un coup de chance dans cette affaire, c'est que nous avons l'Europe derrière nous. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, quand on fait une dépense, eh bien en fait c'est l'Europe qui rachète toutes nos dettes. Donc nous avons cette puissance de feu qui nous permet de garder la tête hors de l'eau. Mais il y a un jour où bien sûr la note va être salée, et il va falloir la payer. Oui, mais quand on voit par exemple l'Espagne qui dit nous n'avons pas les moyens de confiner. Vous dites la France a vraiment les moyens. La France est dans une situation aussi... Voilà, vous venez de parler des gilets jaunes et parler d'une situation de pauvreté en France. Vous pensez que la France a les moyens? La difficulté pourquoi le confinement risque d'être inéluctable, c'est parce que le système de santé, l'hôpital en particulier, il faut que vous imaginiez que c'est une bouteille d'1 litre et brutalement on va vouloir y mettre 2 ou 3 litres de patients. Ça va déborder et on ne pourra plus les soigner. Et donc, moi, je comprends tous les effets désastreux du confinement. Je les comprends et je les vis. Puis moi-même, vous savez, je suis crevé, moi aussi, je suis comme vous. On est tous usés. Mais malheureusement, c'est la pire des solutions, à l'exception de tous les autres, parce qu'on en est arrivé là. Simplement, maintenant, il faut qu'on traite la question des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des petits outils, des outils importants qui consisteraient à dire, finalement, les stages qui sont limités à 6 mois, on peut les prolonger. Il faut réfléchir, je crois, à une allocation pour les étudiants, pour leur permettre de vivre, puisqu'ils n'ont plus de petits boulots. Dans ma commune, j'ai une cinquantaine d'étudiants qui ont des difficultés à manger. Eh bien moi, en tant que maire, je vais organiser des repas où je vais leur donner, on travaille avec les supermarchés, de quoi manger. Donc il faut laisser le terrain s'organiser
Et puis, il faut rapidement sortir. Vous savez, c'est bien d'avoir des tas de petites mesures derrière, mais si vous n'avez pas une vision, si vous ne dites pas « l'objectif, c'est que dans 3 mois, tout le monde est vacciné », on ne s'en sortira pas. Moi, c'est ça que je rêve, d'avoir un gouvernement qui me dise « on va faire comme en Israël, dans 3 mois, tout le monde est vacciné ». Et dans 3 mois, on rouvre tout, puisque tout le monde est vacciné. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est possible vraiment, Philippe Juvin? Mais les Israéliens le font. On se dit, si on pouvait l'annoncer, si Macron pouvait l'annoncer, il le ferait. Mais les Israéliens le font. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ne le fait-on pas? Alors quand j'explique sur un plateau de télévision qu'il faut acheter les licences de vaccins, on me dit « Ah ben non, c'est pas possible. » Pardon, mais on paye les hommes politiques. Pourquoi? On les paye pour faire des choses qu'on croit impossibles à faire. Sinon, on n'a pas besoin des hommes politiques. Merci, professeur Philippe Juvin. Merci. Je ne tromperai jamais leur confiance, publiée chez Gallimard. Votre journal, c'est absolument fascinant. C'est une aventure humaine, parfois bouleversante d'ailleurs aussi, de ce que nous avons tous vécu collectivement. Et là, ce n'est pas terminé encore. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci infiniment.